Si je vous parle de degrés, quelques-uns penseront à un angle, d'autres à de l'alcool, ou plus encore penseront à une température. Une bonne partie de ces derniers en viendront même à penser au dernier rapport du GIEC. Vous auriez tous un petit peu raison. Nous sommes sur une pente glissante, les températures grimpent, et le dernier rapport du GIEC donnerait presque envie de se mettre à boire pour oublier. Mais ne perdons pas espoir, nous pouvons agir. Rectification même, nous devons agir. Mais alors, la technologie peut-elle nous sauver ou sommes-nous la source du problème? Peut-on agir à notre échelle? Et surtout, comment faire quand revenir aux signaux de fumée ne corrigerait au final pas du tout le problème? Pour répondre à ces questions vertes, je ne reçois pas John Smith, mais il s'y connaît en peinture du vent. Hervé, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Hervé, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Donc, Hervé Leclerc, je suis directeur technique chez Alterway, CTO. Voilà. Donc, Alterway, je vais quand même présenter en deux mots la société. On fait partie du groupe Smile depuis la rentrée dernière et on a la responsabilité de porter en fait toute la partie cloud management et cloud consulting de la société Smile. Donc on s'est vu, on avait déjà cette cartouche-là quand on était le groupe Alterway, et le fait de rejoindre en fait Smile fait qu'on a pris beaucoup d'importance sur cet axe-là. Donc on fait du cloud management, donc on gère en fait des assets dans le cloud pour nos clients, c'est-à-dire qu'on va avoir un métier de build, d'accord ? On va construire des architectures, on va après opérer ces architectures, on va les faire vivre dans le temps, et tout ça, bien sûr. Alors c'est là où on se rejoint en fait avec le dev, c'est-à-dire que toutes nos infrastructures sont codées. On utilise de l'infra as code, c'est pas un buzzword maintenant, c'est vraiment tout est comme ça, enfin tout est vraiment codé, tout est mis dans des plateformes d'intégration continue pour voir en fait, c'est très important ce que va donner la plateforme avant même qu'elle soit déployée. Donc en fait, on va pouvoir avoir une photo de ce qui se passe sans avoir à déployer, je sais pas quoi, des VM, des cluster cubes, des choses comme ça. Donc ça, c'est important. Voilà. Et alors pourquoi on est amené à parler de Green, parce que on est une société investie en fait sur ces sujets-là. Parce que nos clients nous le demandent, ça c'est important. Et puis nous, on est, au travers de Alterway et signataire de Planet Tech Care, qui est comment dire, c'est pas une association en fait, c'est une plateforme là qui met en relation différents signataires pour œuvrer en fait pour faire du numérique responsable. Et donc ma boss Véronique Turner est responsable en fait de cette initiative qui s'appelle le programme numérique responsable au sein de Numéum, qui est l'ancien Syntec numérique. Okay. Voilà. Donc, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est là-dedans. On a fait nos propres bilans carbone, alors soit sur l'IT, on s'est fait accompagner sur Corp, pardon, et sur l'IT, on s'est fait accompagner par une société qui nous a aidé à calculer nos empreintes carbone, parce que on est à la fois un manager de cloud, mais on a aussi du cloud en interne, et donc on est sur des infrastructures où on est en data center et des choses comme ça. On loue des salles, bien sûr, c'est pas à nous le data center. Donc on sait aussi donner nos empreintes carbone sur des assets qui nous sont propres. Voilà. Je vois. Alors, je vais dévier un tout petit peu du sujet, mais parce que tu as évoqué un truc que je trouve intéressant. Donc, tu as mentionné le fait que vous êtes full infra as code. Oui. Alors, c'est peut-être mon côté dev qui parle, mais moi, j'ai envie de dire que l'infra as code, c'est
c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est un peu un prérequis. Est-ce que du coup, toi, avec ton expérience, tu saurais nous trouver un avantage à ne pas faire de l'infra as code, à être sur du bare and metal comme à l'ancienne, sans truc. Est-ce qu'il y a encore un avantage ou est-ce que vraiment aujourd'hui, pour toi, c'est il faut aller sur de l'infra as code autant que possible? Alors, si c'est juste pour tester un truc sur son poste, ou 2-3 trucs sur son poste, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, je pense que maintenant, il faut coder son infrastructure. Dès qu'on passe à l'échelle, ça va nous permettre, mais vraiment super simplement, d'avoir plein d'environnements différents, que je sois en dev, en pré-prod, en prod. Je vais avoir en fait la même base de code et puis je vais jouer juste sur des paramètres pour dire quand je suis en dev j'ai une VM, quand je suis en prod j'en ai 500 et tout ça juste en faisant une petite modification. Et donc on s'assure en fait que j'ai quelque chose qui est ISO partout. Donc ça à la main c'est juste pas possible parce que vous déroulez en fait, je sais pas quoi, un readme et puis vous allez prendre un café, vous avez oublié une ligne et puis ça y est, tout est par terre. Donc c'est juste plus jouable ça. Voilà. Et puis les infrastructures sont de plus en plus compliquées. On a besoin surtout de réagir très vite. Par exemple, sur des infrastructures, il faut soit corriger le tir très rapidement. On va pas pouvoir en fait le faire de manière pérenne et assurée sans avoir codé le truc. Ça va très vite. Vous committez, on fait une merge request, pouf, ça part en prod et ça y est, le tour est joué, quoi. Donc il y a une fluidité maintenant dans les outils qui fait que c'est. Et puis tout le monde est passé dans ça. En fait, je vois chez Alterway, il y a tout le monde, en fait, on a plusieurs niveaux dans les personnes qui gèrent les infrastructures, mais du niveau 1 jusqu'au Flying Doctor qu'on a chez nous, en fait, tout le monde fait de l'infra as code. Voilà. Donc, au quotidien, c'est rentré dans les mœurs. C'est maintenant la norme. Ah oui, vraiment. Bon, si vous ne saviez pas déjà, ce podcast sera du coup la preuve que les devs et les ops, au final, sont en train de devenir une grande famille et qu'on sait être d'accord sur plein de sujets. Du coup, effectivement, on se voit pour parler principalement de DevOps. Est-ce que du coup, tu peux commencer à nous faire juste un portrait grosse maille, on va dire, de ce qu'on entend pardon, j'ai dit du Green Ops. Oui. Donc, est-ce que tu peux me faire du coup un portrait grosse maille de ce qu'on appelle le Green Ops? Alors oui, je peux juste replacer 2-3 chiffres en fait super importants parce que je pense qu'en fait c'est important de mesurer en fait pourquoi le Green Ops en fait est quelque chose d'important et qu'il faudra avoir tout le temps en tête ce genre d'action en fait sur ces plateformes. Si on prend par exemple, si on continue comme ça sans rien faire en fait juste sur les data centers. C'est-à-dire que là où on fait tourner les machines, je ne parle pas du numérique en lui-même, ça correspondra en 2030 à 2% des émissions totales de carbone. Donc, c'est juste gigantesque. En 2020, on a tout ce qui est data center, c'est 200 millions de tonnes de carbone. D'accord ? Donc, et en gros, ces 200 millions de tonnes se concentrent en fait sur 3 acteurs. Amazon, Azure, Microsoft Azure et GCP. Si on regarde un petit peu à quoi correspond par exemple les émissions sur Azure, en termes d'électricité, quand on dit en fait on peut corréler en fait la consommation d'électricité avec les émissions carbone, c'est ce qu'on appelle un proxy. Donc ça correspond à la consommation de la Belgique pour Amazon. Ah ouais. Ouais, c'est juste, ça fait donc 100 TWh. Donc c'est gigantesque. Pour Azure, ça correspond à la Suisse et puis pour GCP à l'Irlande. Donc vous voyez, donc on est vraiment dans des ordres de grandeur juste gigantesques. Colossal. Voilà. Donc c'est bien et quand on essaye de répartir un petit peu ces chiffres, eh bien on s'aperçoit que en gros, alors si on ramène ça non pas sur parce que
la réfrigération est énorme. Hein, c'est une des choses qui consomme le plus. Mais si on se concentre sur des éléments techniques, on a sur ces 200 millions de tonnes, on a 15% qui est pour le stockage, juste pour la rétention de données. On a 28% pour les procs, le processeur. Donc ça, c'est très consommateur. Et c'est 35% pour le refroidissement. Donc voilà. Et puis 20% pour la construction et la BP entre les data centers, c'est assez petit, mais ça correspond quand même à un pourcentage de 3%. Donc voilà. Donc c'est bien d'avoir ça en tête et de se dire, si on veut agir, il va falloir qu'on mette en place certaines choses. Et donc nous, on a... Alors juste avant d'aller plus loin sur le green, parce que les chiffres que tu annonces sont quand même assez impressionnants. Quand tu parles de la partie construction, tu parles de la construction du data center ou ça inclut aussi la construction de tous les équipements qui sont dans le data center? Alors oui, alors pas les équipements, mais la construction du data center. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on construit des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, ça a aussi une empreinte carbone, hein, puisque après c'est zéro, mais avant c'est quelque chose. Mais oui, donc la construction doit être prise systématiquement en compte. Et dans la construction, il y a aussi les équipements. Hein, construire un serveur, c'est très consommateur en termes des... Pas en consommateur, mais en termes d'émissions, c'est assez important. Donc nous, en interne, on a pris des décisions par rapport à nos équipements pour les faire vivre beaucoup plus longtemps. Et à chaque fois, c'est toujours un arbitrage. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je garde mes machines plus longtemps? Mais maintenant, j'ai des processeurs qui sont moins gourmands en électricité et tout ça. Donc, c'est toujours, on est toujours sur une balance à essayer de trouver les meilleures solutions. Voilà. Et alors donc du coup le GreenOps, ça représente quoi aujourd'hui? Le GreenOps chez Alterway, en fait, c'est à la fois une méthodologie, d'accord, et un ensemble d'outils qui vont nous permettre en fait de concevoir des architectures cloud, d'accord, qui soient à la fois performantes et responsables. Donc ça, c'est important. Et donc, sur ça, en fait, nous, on a bâti plusieurs choses, notamment un framework interne. D'accord ? Donc, ça va être un guide, entre guillemets, de bonnes pratiques. Alors, majoritairement, et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, sur des pratiques FinOps. D'accord ? Puisqu'en fait, on voit qu'il y a des choses qui sont... quand on fait du FinOps, quelque part... On va pouvoir faire, on va faire souvent du GreenOps sur ça, mais pas que. C'est-à-dire que GreenOps, on va des fois choisir de payer plus pour émettre moins. Donc ça, c'est important. Et donc ça, il y a une notion d'éthique là-dessus. On a aussi, à partir de ce framework, on a des nouveaux profils. Hein, donc on a un architecte GreenOps, chez Alterway, enfin des architectes bien sûr, qui vont concevoir en fait des plateformes cloud qui sont numériquement responsables. Voilà. Okay. Et donc les outils, on y viendra peut-être un petit peu après, mais et donc ces personnes, il faut qu'elles conçoivent des architectures, il faut qu'elles savent évaluer en fait les émissions, pouvoir les mesurer, pouvoir prendre les bonnes décisions et puis faire appliquer ces décisions. Grâce à quoi? À de l'infra as code. Et puis, je n'ai pas cité de nom, mais par exemple, nous, on est massivement sur du Terraform et c'est très important. Voilà. Okay. Je trouve ça assez, alors je ne vais pas dire marrant, mais je trouve ça toujours étonnant que la démarche FinOps et la démarche GreenOps soient un petit peu main dans la main. Ouais. Parce que tu as un côté FinOps qui est donc, et je vous recommande l'épisode 146 où on parle justement de FinOps et du coup on parle un peu de GreenOps. Donc là c'est normal qu'un épisode de GreenOps on parle un peu de FinOps. Je trouve marrant que dans cette démarche FinOps qui est donc une optimisation financière de la facture du cloud, qui est donc du coup on va dire, si je grossis le trait, si je caricature plutôt une démarche un peu capitalistique, là où on sait que le capitalisme est aussi en partie responsable de l'état de la planète aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est marrant de se dire qu'une démarche du coup financière avec une démarche green sont en fait complémentaires. Ouais. Et ça montre bien qu'en fait, tu peux aussi driver du business grâce à une démarche écologique, en fait, à une démarche green. Oui, absolument. Mais alors, si on prend par exemple un exemple très simple où on va voir une orthogonalité entre le FinOps et le DevOps, ça va être par exemple
vous savez, en fait, en fonction des endroits de la planète, l'électricité est plus ou moins décarbonée. En France, on a des centrales nucléaires, donc en fait, les émissions carbone par rapport à cette production d'électricité, elle est plutôt basse. Quand vous allez en Allemagne ou des choses comme ça, on est plus sur du charbon et donc on va avoir beaucoup plus d'émissions. Par contre, quand vous êtes sur un cloud, par exemple, les machines virtuelles, par exemple, sont plus chères en France par exemple, qu'en Irlande. D'accord, un petit peu, c'est des pouillèmes, mais au final, quand vous avez des milliers de machines, ça finit par grossir énormément la facture. Donc, si on a une démarche, numérique responsable, on va privilégier ce côté français. Mais c'est comme je disais, c'est toujours, à chaque fois, il va falloir arbitrer. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le placement de la VM, il y a aussi, par exemple, où sont mes données. D'accord ? Donc, si j'ai besoin d'avoir une régionalisation de mes données en France, là, c'est tout à fait gagné. En fait, je suis déjà sur du décarboné, il n'y a pas de problème. Après, il va y avoir la bande passante. Il va falloir évaluer si je mets ça là et que mes sites, c'est franco-français, peut-être que je vais générer beaucoup de bandes passantes et c'est pas bon. Donc, en fait, je vais pouvoir... Voilà, donc c'est vraiment de l'arbitrage souvent, quoi. Ouais. Et... alors là où, bien sûr, on va rejoindre le FinOps, c'est sur l'anti-gaspi. On est dans les années 70, dans le premier choc pétrolier, mais là, on va chasser en fait toutes les assets qui tournent ou qui servent à rien en fait sur le cloud. D'où l'intérêt en fait aussi d'avoir ces fameux outils d'infra as code, parce que quand vous déployez avec un script, vous n'avez pas d'état. En fait, vous savez pas, vous avez déployé quelque chose et puis vous avez juste le portail qui vous donne quelque chose. Quand vous déployez une infrastructure avec Terraform, il y a un état qui est sauvegardé et c'est une photo en fait de ce que vous avez déployé. Et quand vous allez faire une modification, on va se référer à cet état pour savoir s'il faut supprimer, modifier ou des choses comme ça. Donc ça, c'est super important. Tous ces outils-là en fait embarquent ce genre de concept en fait. Voilà. Alors effectivement, moi dans comment dire, dans mes a priori ou dans ce que je peux percevoir de ces problématiques de GreenOps, j'avais identifié, on va dire, quatre grandes lignes directrices où il y a effectivement de la localisation, travaille surtout avec des CDN notamment, tu vois, on t'en a parlé un petit peu avec quand tu choisis la localisation de ton data center. Il y avait effectivement cet aspect élasticité que tu évoques un peu. Ça, du coup, c'est permis grâce à l'infra as code, mais il y a d'autres technos qui sont... Alors oui, c'est pas l'infra as code qui va... Alors vous allez... on va paramétrer l'infrastructure pour qu'elle soit élastique. Mais c'est l'infrastructure cloud qui est élastique. Et, alors nous, on aime bien faire ça. Et ça, nous, là, pour le coup, on a vraiment une démarche GreenOps. Alors, la partie serverless, c'est vraiment green, puisqu'en fait, j'ai un traitement, il démarre, il s'exécute, il fait sa tâche et il s'arrête. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment super important. Parce qu'en fait, par exemple, Azure ou Amazon, avec leur function, en fait, ils ont un capacity planning par rapport à ça et ils savent le gérer très finement. L'élasticité, nous, on va l'utiliser énormément sur des infrastructures cloud parce que cette élasticité, elle est à deux niveaux. Elle est au niveau de l'infrastructure elle-même, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple d'un cluster Kubernetes, donc il y a des workers qui vont faire tourner des workloads, et on va pouvoir mettre de l'élasticité sur le nombre de workers, à la montée comme à la descente. Donc, je vais pouvoir, en fait, en fonction de certains événements internes ou externes, pouvoir faire bouger mon infrastructure. D'accord ? Ça, c'est un premier niveau. Et dans mon cluster cube, sur mes workloads à moi, je vais pouvoir aussi définir de l'élasticité pour pouvoir encaisser, par exemple, c'est le French Days, et bien tout d'un coup, ma plateforme est très sollicitée. Donc, en fait, je vais démultiplier mes fronts, par exemple. Et le fait de démultiplier ces fronts vont, en fait, faire que aussi mon infrastructure sous-jacente va se démultiplier à l'horizontale. Et quand l'orage est passé, tout redescend. Donc ça c'est quelque part, c'est responsable. D'accord ? Après,
il faudra toujours bien, alors comme les workers tournent toujours, il faut avoir quand même des machines qui soient bien taillées et tout ça. Donc ça, c'est vraiment il y a un travail alors sur le GreenOps, sur le FinOps, qui est de mesurer en permanence, de vérifier en fait toutes les KPI et tout ça, et de réajuster en continu en fait l'infrastructure. C'est pour ça qu'on a appelé ça nous GreenOps. C'est vraiment dans la mouvance des XOps, hein, le DevOps, le DevSecOps, le GitOps ou des choses comme ça. On est vraiment dans un cercle vertueux et on itère pour améliorer en continu les plateformes. Okay. Voilà. Tu as évoqué du coup aussi cette surveillance, notamment, alors j'ai cru comprendre que c'était un peu des notions de consommation sur les serveurs. Du coup, ça fait partie effectivement des points principaux de focus dans le GreenOps, c'est de s'assurer que tu as des machines qui consomment pas trop, ou c'est juste, comment être plus précis sur ma question, est-ce que c'est s'assurer que tu as un environnement technique qui consomme pas trop, ou que en termes tu as un processeur qui est peu gourmand en ressources, ou que tu optimises ta consommation de ressources pour moins consommer? C'est exactement ça. En fait, il faut massifier. En fait, l'idée, c'est que si on a un processeur, il faut essayer de l'utiliser au maximum. D'accord ? Et enfin, je veux dire, il faut essayer de massifier en fait le nombre de traitements qui vont s'exécuter. Ça a aucun sens d'avoir 10 machines qui font un traitement chacune, alors qu'une machine pourrait faire les 10 d'un coup. Donc, en coût d'empreinte, il vaut mieux massifier les choses. D'accord ? Donc, ça, c'est un peu la règle, hein, tout simplement. Donc, là où avant, on essayait d'avoir des serveurs qui étaient grosso modo à 60% de capacité en permanence, là, aujourd'hui, il faut être plutôt sur du 90%. Alors, plutôt 80, 85, parce qu'après, il y a d'autres phénomènes qui font qu'on va avoir des mécanismes de sauvegarde qui font faire qu'on va avoir des évictions et tout ça. Donc, faut vraiment essayer d'avoir un pourcentage élevé, mais pas trop. Enfin, je veux dire, il ne faut pas dépasser les bornes non plus. Autrement, on va déclencher des automatismes qui font... Parce que généralement, on va positionner... quand on a des demandes d'élasticité sur la CPU ou la RAM, on est plutôt sur du 85%, on commence à déclencher des choses, on n'est pas au taquet, parce que là, c'est fini, en fait. Quand on est au taquet, c'est fini. Donc, voilà. Donc, mais alors, du coup, donc, tu nous parles de ce côté de dire il faut optimiser la consommation des ressources qu'on a à disposition, mais est-ce qu'on peut optimiser de manière significative les ressources qu'on a à disposition? C'est-à-dire s'assurer, alors on a parlé de l'électricité, mais je parle aussi de te dire que, je sais pas, tu as peut-être des types de machines qui sont mieux que d'autres, faire en sorte d'avoir plutôt des petits environnements plutôt que des trucs un peu plus larges. Tu vois, c'est quoi comment ça s'inscrit dans cette démarche-là? Alors, les cloud providers, là, on fait beaucoup de... Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais il y a l'arrivée des processeurs ARM. Donc, je suis sur Amazon dans les Graviton qui sont là depuis un certain temps. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des VM Graviton, d'accord, sur processeur ARM, c'est 50% de consommation électrique en moins, hein, donc c'est juste significatif, génial, c'est significatif. Et ces Gravitons, en fait, ils vont jusque dans les services managés. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un service Redis managé ou d'un Elasticsearch managé, en fait, on peut faire passer du Graviton dessus, d'accord ? Donc, c'est de la compatibilité. Azure s'y met aussi, donc ils vont avoir des nouveaux processeurs faits par Ampere Computing. Ça vient juste de sortir, c'est en preview. Donc ça, c'est super parce qu'on va pouvoir faire vraiment des plateformes efficientes. Alors, pour un Ops, ça va falloir aussi, on était habitué à vraiment de l'Intel et tout ça, donc tout l'outillage qu'on met, il va falloir qu'on s'assure qu'il soit compatible dans ces infrastructures-là. Donc ça, c'est important aussi. Là où je repars de l'infra as code, ce qui est très intéressant, c'est de mettre cette infra as code dans une plateforme d'intégration continue et de bâtir l'architecture qu'on veut et de la faire processer par Terraform et de savoir en fait ce que va être notre infrastructure. Et si vous arrivez à mettre des outils qui analysent en fait votre architecture et vous donne soit des prix comme par exemple InfraCost,
Ça, c'est juste, c'est un outil open source qui permet en fait de calculer quel va être le prix de la plateforme et qu'est-ce qui va se passer quand j'ai un drift. J'ajoute, je sais pas quoi, un load balancer et des choses comme ça. Combien ça va me coûter en plus? Sans avoir rien déployé. Ça, c'est juste génial. Et donc, nous, on va travailler pour avoir la même chose, mais en termes d'impact numérique et donc d'émissions carbone. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on va l'appeler, peut-être infra-green ou un truc comme ça, voilà. Infra-CO2, je ne sais pas. Donc, ça, c'est un projet qu'on va mener certainement en collaboration avec notre partenaire Green. Voilà. Et donc, du coup, cette recherche d'optimisation sur les machines qu'on utilise, est-ce que qu'est-ce qui a le plus d'impact? Se dire qu'il vaut mieux, tu vois, tu nous disais qu'un processeur Gravitron, c'est 50% d'impact de consommation en moins. Mais est-ce que il vaut mieux que je prenne des serveurs plus petits ou moins de serveurs ou je peux rester sur mon nombre de serveurs, mais je passe sur Gravitron? Ou est-ce que tu vois ce que je veux dire, comment est-ce que je peux jouer avec ces genres de paramètres? Eh bien, alors, je ne veux pas dire joker, mais je veux dire plutôt venez chez Alterweb pour évaluer ça. En fait, je n'ai pas de réponse comme ça. Ça va dépendre en fait des typologies de projets qu'on va avoir. On a des typologies de projets où il faut vraiment avoir des grosses machines qui vont empiler des workloads qui doivent être très proches. Et puis d'autres, on peut se permettre de déployer en fait des toutes petites assets un petit peu partout. Donc là, on va pouvoir réduire en fait les machines. C'est vraiment, c'est là où pour moi, on a besoin des ops qui vont réagir très vite sur l'infrastructure et la faire bouger comme il faut en fait. Voilà. Mais j'ai pas de réponse toute faite par rapport à ça parce qu'en fait, c'est pareil. Là, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Le fait d'échanger de la donnée entre un serveur et un autre serveur dans le cloud, eh ben, ça, c'est de la bande passante. Alors ça, c'est pour plutôt l'empreinte numérique, mais c'est de la latence. Donc, ça veut dire qu'on augmente les latences. Et donc, il y a plein de choses à prendre en compte par rapport à ça aussi. Donc, en fait, j'ai pas de réponse comme ça. C'est en fonction généralement des typologies applicatives. Alors, pour répondre à la question de Nico, justement, dans le chat, votre solution InfraGreen, est-ce qu'elle sera en open source pour qu'on puisse, du coup, mesurer l'impact d'une infra existante, même qui ne serait pas chez Alterweb? Bien sûr, bien sûr. Alors, on est, j'ai peut-être oublié de le dire, mais en fait, on est 100% open source chez Alterweb. À l'origine, on était un intégrateur open source, à la fois sur des plateformes digitales et aussi sur l'infrastructure. Bien sûr, ça sera open source. Et ce que je voulais dire, c'est il existe déjà en fait des outils qui permettent de mesurer des outils open source. Alors, on a un outil qui s'appelle Cloud Carbon Footprint qui permet d'avoir des mesures sur les 3 principaux cloud providers. Donc ça, c'est assez sympa. Et vous allez pouvoir descendre jusqu'au service manager. C'est intéressant de savoir en fait quelle est l'empreinte numérique d'un service manager, de savoir que sa base de données RDS consomme un temps d'emprise carbone. Ça, c'est super intéressant. Voilà, donc ça, c'est un des outils qui permettent de le faire. Alors, chacun des cloud providers ont leur propre calculette qui est plus ou moins avancée, qui ne sont pas open source, mais qui donnent une vraie plus-value, notamment pour analyser, en fait, parce qu'on arrive à descendre vraiment, soit avoir une vision globale sur... Alors, nous, on s'en sert tous les jours, parce qu'en fait, on a des clients qui nous demandent ça, d'avoir une vision globale sur tous nos clients, d'avoir des visions sur un client, mais sur ses différents environnements, et de descendre jusqu'au service managé ou pas. Donc ça, c'est vraiment super. Et dans nos copies clients maintenant, alors c'est pour les clients qui le souhaitent, en fait, on délivre cette information-là. Et on a de plus en plus alors les grands groupes sont très impliqués sur ce genre de choses, donc c'est à travers la DSI que ça se passe, et les services de RSE des différentes entreprises. Oui, c'est effectivement une problématique qui est de plus en plus présente au sein des entreprises, quoi. Absolument. Et je pense en fait, cet aspect éthique de dire... alors le but, c'est...
c'est de pas de faire moins. C'est pas ça, hein, le GreenOps. C'est pas de dire en fait faut tout diminuer, vous allez faire 100 cas de moins par an. Non, c'est par mois, c'est juste pas possible. On peut pas raisonner comme ça. C'est vraiment d'optimiser en fait les plateformes pour qu'elles soient à la fois cost-effectives, donc c'est le FinOps, et qu'elles soient numériquement responsables et pensées pour. En fait, voilà. Et donc en fait c'est on peut revenir sur les. Donc, on avait parlé de la CI/CD avant même de déployer. Donc là, je consomme rien. Je fais mes propres jeux. Ensuite, il y a la localisation, c'est important pour avoir de l'électricité décarbonée. Il y a des trucs tout simples, faire des réservations. On peut, en fait, alors ça, c'est un outil FinOps pas vraiment très puissant. C'est-à-dire qu'on va commander en fait de la ressource chez le cloud provider en CPU ou en RAM, et puis on va s'engager sur une période, 2 ans, 3 ans, et on va avoir jusqu'à, je sais plus, mais 70% de réduction sur certaines assets. Quel est l'intérêt? C'est pour le cloud provider de gérer en fait son capacity planning et pas de surallouer en fait des consommations. Et donc c'est pour ça qu'ils ont mis aussi en place les fameuses spot VM ou spot instance qui vont aussi les aider à réguler le flux dans les data centers. Donc ça c'est des choses que on va nous bien sûr gérer au quotidien. Et c'est toujours pareil, de l'arbitrage. Est-ce que le workload pour ce client-là, est-ce que je peux avoir des spot instances qui vont me permettre de casser des workloads en plein milieu sans problème? Donc, c'est vraiment, on fait de l'architecture, et on fait de l'architecture là vraiment de haut niveau, et il faut vraiment bien penser. On n'est pas là en train de faire des clics sur le portail, c'est juste pas possible ça. Voilà. C'est intéressant parce que ce que tu décris sur l'intérêt du provisioning, c'est-à-dire que si moi je provisionne des ressources chez GCP, ça va pas changer mon empreinte carbone à moi directement. Mon projet reste consommateur et l'impact carbone ne changera pas. En revanche, ce que tu dis, c'est que ça permet à Google de provisionner eux leurs ressources, de faire du capacity planning, bien sûr, et du coup eux d'être plus green en fait. Donc c'est une démarche vraiment collective en fait. Exactement. On peut pas travailler tout seul. Alors quand même nous en fait, quand on sur nos assets, d'accord. Là, on est responsable des baies, des équipements des équipements, les routeurs, les châssis de machines. Là, quand on est dans nos data centers, on peut intervenir là-dessus. Quand vous êtes dans un cloud provider, faut l'aider d'une manière ou d'une autre. Donc, et en faisant des réservations, et lui va en fait faire ce que nous on fait nous en interne, c'est-à-dire qu'on prévoit et donc on va allumer ou pas des baies et donc faire avoir moins de réfrigération, moins d'électricité, et ça c'est super important. Voilà. Il y a un autre ligne directrice, un autre principe de base que je voyais sur le GreenOps, c'est la durée de vie des machines. Oui. Est-ce que quand tu travailles avec un Google, un Amazon ou un Microsoft, tu peux avoir la main sur ce genre de paramètres? Parce qu'on sait que la création d'un processeur, d'une carte mère, ça consomme beaucoup en ressources naturelles. C'est aussi c'est pas un impact carbone direct, mais c'est un impact sur les écosystèmes. Donc il vaut mieux augmenter la durée de vie des appareils. Et du coup, tu bosses avec des grands trucs comme ça. Tu nous as dit que Google, c'est l'Irlande en termes de consommation. Donc on imagine la taille du truc. Est-ce que tu peux avoir la main quand même un petit peu sur ces paramètres-là? Non, c'est totalement opaque. En fait, bon, après, quand on voit en fait l'évolution des processeurs en fait sur les cloud providers, en fait, il y a 5-6 ans, en fait, le parc était tout petit. En fait, il y avait peu de choix. Maintenant, il y a un choix juste gigantesque. On a toutes les tailles. Donc, en fait, on va pouvoir vraiment être au plus juste. Alors, ça demande aussi de bien connaître ces processeurs. Alors, je ne sais pas si un dev, ça lui parle beaucoup, le fait que, on a une telle architecture. Pour un ops, un petit peu plus, quand même. Donc, c'est pour ça qu'un ops est important. Notamment en architecture. Mais non, c'est relativement opaque. Enfin, pour moi, on n'a jamais eu cette information-là. Alors, ils commencent à jouer ils sont de plus en plus transparents. Ils ont fait tous. Mais après, il y a des méthodes de calcul qui sont un peu aussi opaques sur les chiffres. Faut pas se le cacher, sur les chiffres qui sont fournis. Pour faire la part des choses, c'est pas toujours évident, en fait. Voilà.
Donc du coup, alors si je résume, parce qu'il y en a sûrement Ouais. d'autres, moi les grands piliers que je voyais du coup c'était la consommation électrique, la durée de vie des équipements, la localisation et l'élasticité. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres sur lesquels tu peux jouer pour entrer dans une démarche Ouais, GreenOps? bien sûr. Alors, si on repart sur les devs, d'accord? Alors sur un des podcasts, sur lequel j'ai fait un compilé, il y avait, cette notion de, en fait, les devs, développent, en fait, sur le cloud directement sur, des alors là, c'était des serverless, mais, les environnements de dev, généralement, les devs, on va te dire, bon, je dis n'importe quoi, mais à 20h, c'est fini, en fait, ils passent à autre chose, et donc à quoi ça sert de laisser tourner des machines? À rien, hein. L'après-prod, rien non plus. Alors la prod, on va la laisser tourner. Donc ça, en fait, on va pouvoir mettre des automatismes. Tout est prévu déjà dans les cloud providers pour arrêter les machines de dev et de prod, à ce moment-là. Vous avez besoin de faire du test and lab, d'accord? Généralement, c'est des choses qui sont montées pour tester des choses. Là, vous n'allez pas faire de l'arrêt parce que ça a besoin de tourner. Par exemple, si on a besoin de faire je sais pas quoi, de l'IA ou des choses comme ça. Par contre, vous allez poser des tags d'expiration sur la plateforme. C'est-à-dire qu'au moment où on va faire de l'infrascode, hein, on va dire la personne qui a commandé ça, en fait, qui veut son DevLab, elle a 10 jours, par exemple. Et ben, on va mettre un test d'expiration à 10 jours et c'est irrévocable. Alors, bien sûr, on peut les changer si jamais il y a vraiment un besoin. Mais au bout de 10 jours, si la personne a oublié ses workloads, boum, l'infrastructure est dégagée. D'accord? Et ça, c'est l'automatisation. Donc, l'automatisation est quelque chose qui va nous permettre de simplement gérer la plateforme. Et puis, il y a aussi tous les cloud providers maintenant fournissent des recommandations. Ça, c'est juste génial parce qu'en fait, ils ont des bases de données, ils ont de l'IA derrière, ils vont vous dire, moi, on s'est aperçu que votre VM, là, eh bien, elle tourne à une capacité de 10%. Vous avez deux solutions, soit vous l'éteignez, ou soit vous réduisez sa taille. D'accord? Donc là, les cloud providers jouent le jeu en vous faisant plutôt des recommandations à la baisse plutôt qu'à la montée. D'accord? Et pareil, sur des services managés, ça, c'est vraiment super. Une autre chose qui est importante, c'est, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est alors ça marche aussi au niveau des VM, c'est l'autoscaling. D'accord? Prévoir des architectures élastiques, eh ben, c'est être numériquement responsable. Et je pense qu'il faut, et c'est là où on va rejoindre les devs, eh ben, on va faire en sorte que les devs puissent, il va falloir qu'ils codent en fait des applications qui s'adaptent en fait à une élasticité de la plateforme. C'est-à-dire que s'il y a des sessions, elles vont pas être portées par la machine et des choses comme ça. Donc il va falloir mettre en place des architectures plutôt cloud native. Ouais. Alors, tu vois ce que tu évoques sur le fait que les fournisseurs de cloud ont cette démarche de conseil pour te dire tu devrais éteindre ta machine parce qu'elle ne sert pas, machin et compagnie. Ils le présentent, j'imagine, comme étant une démarche green de leur part, mais il y a quand même aussi une démarche financière pour eux. C'est aussi un moyen de, en libérant une ressource, ils peuvent l'utiliser ailleurs. Enfin, tu vois, il y a aussi quand même un intérêt qui peut être financier, on va dire, pour eux. Oh, ouais. Et du coup, ça me permet, enfin, je force un peu le trait peut-être pour passer à la question d'après, qui m'a été soufflée par un auditeur. Comment est-ce qu'on fait pour justement éviter ces démarches un peu de greenwashing avec des gens qui essayent de faire passer les trucs soi-disant green, tu vois, de faire passer des démarches non green comme étant du green, ou tu vois, ou je ne sais quoi. Comment tu fais pour éviter ce genre de choses et rester vraiment sur une démarche qui a un impact? Alors, en fait, sur les CSP, là, les recommandations, il n'y a pas de gain dedans, pour l'instant. Donc, en fait, il n'y a pas cette notion-là. Donc, c'est vraiment, pour eux, pour moi, ils jouent vraiment le jeu. Le fait de dire que, en fait, cette machine sert à rien, c'est bon pour le cloud provider, mais c'est bon pour la facture aussi à la fin du mois. Hein. Donc, de la même manière, enfin, moi, je le vois comme ça. Et les calculettes green sont reliées au compte cloud qu'on a, mais elles sont données comme ça. Donc, il n'y a pas de... Et enfin, je veux dire, c'est très factuel de dire, enfin, d'avoir des équivalents carbone de
sur un service managé. Ça, c'est pas du greenwashing, c'est très factuel en fait. La méthodologie de calcul est complètement expliquée. Comment ils ont pris en compte les différents scopes de calcul. Voilà, donc le greenwashing, il y en a peut-être dans leur communication externe quand ils font des super, vraiment du marketing par rapport à ça. Il y en a peut-être un petit peu, mais au quotidien, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça parce que c'est nos plateformes et on est responsable en fait de nos plateformes. Donc, quand on peut se faire aider par le cloud provider en détectant en fait qu'on a quelque chose qui tourne, qu'on a laissé tourner comme ça, par exemple, je sais pas. Une serverless qui tourne 24 heures sur 24, alors c'est pas green, et puis 2, ça coûte une fortune. Donc, si le cloud provider nous prévient de ça, c'est parfait. Voilà. Mais tu vois, sur la calculette, sur ce que tu évoques, en fait, on va parler du coût de la production carbone liée notamment à l'électricité qui va être consommée par le data center. Ce qui veut dire que si tu prends un data center installé en France, il va avoir un impact carbone plus faible parce qu'en France, on a une électricité qui est majoritairement nucléaire, donc qui est non carbonée. Ouais. Je ne lancerai pas le débat ici, est-ce que l'énergie nucléaire est une énergie verte ou pas? Ce n'est pas le sujet. Ma question, c'est une façon de dire, est-ce que c'est vraiment pertinent de ne prendre que ça comme critère? Là où on l'a évoqué tout à l'heure, les machines, ça coûte aussi, il y a un coût de production, tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, il y a le coût de construction du data center qui est aussi un impact. Et qu'en fait, se dire juste, tu vois, si je prends une calculette qui ne mesure que la production électrique de mon infra, ça oublie en fait tout un pan de production, de la manière que dire qu'une voiture électrique, c'est zéro impact sur les écosystèmes, alors qu'il faut être précis, c'est zéro à partir du moment où tu as récupéré le coût de production. C'est ça. Mais en fait, si on veut être juste, en fait, il faut prendre l'ensemble. D'accord ? Alors, je ne vais pas faire le pub pour un cloud provider, mais il y en a un qui, dans sa calculette, en fait, prend en compte ces différents scopes. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Il vous donne votre empreinte numérique en tant que telle sur juste, en gros, des équivalents monétaires. En fait, on va prendre ça. Et il y a un autre rapport qui donne l'intégralité avec les 3 scopes. Donc, en fait, on est capable de calculer le delta par rapport à ça. Donc, moi, j'aimerais bien que tous les cloud providers puissent faire ça. Et juste une chose, on parle des 3 cloud providers principaux, mais il y a des petits Français qui sont bien green. Alors, je ne sais pas si je peux donner le nom, mais Scaleway, par exemple, Scaleway et Green, en fait, ils ont je crois, ils sont dans un data center super green. Et donc ça faut le signaler parce que c'est intéressant. De le montrer, quoi. Ouais, carrément. Et puis Cocorico, ça fait du bien parfois. Voilà, exactement. Voilà. Tu voulais pas nous dire du coup quel fournisseur de cloud avait une calculette très précise? Est-ce que c'est un fournisseur de cloud qui a que 3 lettres comme nom ou, Pas du tout. D'accord. Ça réduit le scope du coup. Il n'y en a plus que 2. Oui, c'est sûr, il n'y en a plus qu'un. Du coup, donc on a parlé de justement, du coup, si tu veux inclure tous les paramètres de mesure de l'impact que ton infra peut avoir sur les écosystèmes, comment tu fais non plus pour pas rentrer dans une démarche où tu vas absolument tout mesurer, tu es presque névrotique, tu vois, vraiment être hyper focus sur ces trucs-là et du coup peut-être perdre de vue des paramètres importants et peut-être un peu se perdre du coup dans ces mesures, ces sondes, ces outils, ces trucs. Alors pour moi, je pense que l'élément électrique en fait est un bon proxy. C'est-à-dire que ça va nous donner, en fait, ça va être juste des bases en fait, et on va pouvoir calculer en fait, est-ce que je fais des efforts ou est-ce que parce qu'en fait les autres choses en fait vont croître, mais ça va être une constante, enfin entre guillemets je vais pouvoir toujours la déterminer si le cloud provider me donne ça. Mais par contre, moi, mesurer en fait mes efforts, mes succès ou par exemple mes fails sur la plateforme, c'est ça qui est important. Donc en fait, il va falloir que je trouve comment faire pour mesurer ça en fait. Et donc ça va être sur les types de processeurs utilisés, sur le type de RAM, des choses comme ça, ou sur la consommation. Enfin,
En fait, il y a plein de tables de calcul qui permettent. À chaque fois, c'est forcément des approximations. On peut pas devenir névrotique là-dessus en disant j'ai gagné 2 volts. C'est juste pas possible. Non, à chaque fois c'est des volumes et donc on va travailler sur de la tendance. Okay. Je suis en augmentation, mais je vais corréler ça avec l'augmentation de mon business. Donc, en fait, le FinOps rentre aussi là-dedans. Je fais plus 100 en business, mais j'ai réussi à faire moins 20. Donc, voilà, c'est un vrai métier de faire ça comme le FinOps, c'est un vrai métier. Donc, quand en plus, on fait du FinOps avec une petite cartouche green, c'est parfait pour expliquer à la DAF pourquoi on augmente très légèrement la facture de quelques centaines d'euros pour être plutôt responsable. Ouais. Voilà. Il y a encore des réfractaires à ces démarches d'éco-conception, de Green IT, Green Ops, ce genre de choses. J'espère qu'il y en a assez peu dans les auditeurs de mon podcast, mais peut-être qu'il y en a quand même. Une objection qu'on entend souvent, c'est que ces démarches écologiques, ces démarches écologiques, et c'est des démarches de décroissance, de frustration, de privation, de faire moins. Enfin, tu vois, tu l'as évoqué un petit peu déjà que c'est pas faire moins, c'est faire mieux. C'est s'adapter. On l'a vu qu'avec le FinOps, au contraire, il y a aussi une démarche financière, une amélioration. Donc, il y a une démarche peut-être un petit peu capitalistique dans cette démarche green aujourd'hui. Si on pousse le curseur encore plus loin, est-ce qu'il y a des innovations dans le monde de l'Ops qui ont été générées grâce à ces démarches green? En fait, c'est une colle là. Je ne sais pas vraiment. Je vais peut-être. Je peux pas répondre en fait. Ça me saute pas. Non, je pense que c'est vraiment une nouvelle culture en fait. Il faut s'inscrire là-dedans. Et c'est vraiment c'est l'amélioration continue. Donc, on a plein d'outils maintenant alors, c'est en pleine effervescence. Alors, nous, on est très humble par rapport à ça. On est au début de l'histoire. On s'est inscrit là-dedans parce qu'on y croit, parce qu'on a envie de le faire. Et on sait que ça sera sans... c'est pas une écologie punitive. Si je reviens sur la partie dev, alors je sais pas s'il y a eu des podcasts là-dessus, mais je crois. Au niveau dev, c'est juste génial parce que ça va être comment je vais optimiser mon code pour qu'il soit moins gourmand en termes de CPU. On est toujours à ce niveau-là et pour faire exactement le même traitement. Donc il y a une démarche intellectuelle. Enfin, quand on aime ça, c'est juste c'est le pied intégral. Et donc avoir pour un Ops, avoir une infrastructure juste efficiente, taillée aux petits oignons pour faire exactement ce qu'on lui a dit de faire, et dans le cadre qui lui est alloué, et puis s'il y a un dépassement qui est lié à un pic d'activité, j'ai tous les mécanismes pour réagir. Voilà. Et donc ça, je pense qu'en fait, je pense que l'IA est forcément un vecteur qui va faire de l'amélioration sur ça. En fait, sur toute l'analyse, on a du machine learning, les fameuses recommandations, là, c'est du machine learning qui est derrière. Donc, en fait, aller un tout petit peu plus loin pour un cloud provider quand ils seront vraiment lancés dans cette dynamique de pouvoir fournir carrément sur le portail des indicateurs de consommation CO2 si on le souhaite, ça va se faire grâce à l'IA. Donc ça, oui, c'est des innovations qui vont faire que on va aller de plus en plus vers ça, vers de la rationalisation d'infrastructures et des choses comme ça. Okay. Ça fait combien de temps que Alterway est dans cette démarche GreenOps ? Ça fait 2 ans maintenant qu'on a lancé le sujet. Alors, d'abord chez nous, on a travaillé en interne sur la partie corp pour savoir combien notre corp consommait, en fait, nos PC, nos imprimantes et tout ça. Et puis, on l'a fait sur, comme je l'ai dit, sur l'IT. C'était important pour nous de savoir, en fait, ce que nos data centers et nos machines produisaient comme impact. Et on est aussi sur les clients qu'on a là, on leur donne l'empreinte carbone qu'ils émettent en fait sur nos infrastructures. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ce premier bilan carbone que vous avez fait,
À quel point il faisait peur? Pas tant que ça. Ah ouais? Oui, honnêtement, on était assez, c'était pas, ça faisait pas peur en fait, comparé aux chiffres, on est un nain, hein, sur la plateforme. Non, on était, on était, enfin agréablement, surpris. Alors nous, alors bien sûr, on n'a pas de bar métal, on est, entièrement virtualisé pour nos clients. Bien sûr, on a du bar métal pour faire tourner les hyperviseurs, mais on est déjà dans cette démarche-là. On n'est pas, voilà, on a, des équipements réseau, qui sont plutôt efficients, on fait de la massification partout, donc ça c'est important. Donc on était assez contents. Puis on a des machines, dont on a allongé un peu le cycle de vie, pour nous permettre en fait, d'être dans cette dynamique en fait de green en fait. Voilà. Okay. Est-ce que vous avez le sentiment chez Alterway que vous avez initié ce virage avant que ce soit vraiment demandé par vos clients, ou en fait c'est une tendance et du coup vous commencez à avoir vraiment beaucoup de clients qui le demandaient et du coup il était impératif d'y passer? Les deux vraiment. En fait on savait, enfin on était vraiment, on avait un commitment là-dessus. Enfin c'est le meilleur mot en anglais que je trouve. On était vraiment engagé dans cette démarche-là. Je répète, hein, par Véronique. Et on avait des demandes clients aussi qui commençaient à devenir pressantes dessus. Voilà. Ok. Et alors donc du coup c'est à quel point aujourd'hui est-ce que vous avez des clients pour qui c'est pas un sujet, ou est-ce que c'est vraiment devenu 100% de vos clients? Non, c'est pas un sujet pour beaucoup, Ah ouais? mais on communique dessus. Et le fait, alors, on communique en ce moment beaucoup sur tout le groupe Smile. On fait, je fais un peu de pub, hein, voilà. On fait le mois du green. Et donc, en fait, on a plein d'événements sur le green, on a des webinars, enfin bref, on a plein d'événements, donc ça c'en est un, par exemple. Et parce qu'on est vraiment là-dedans et on veut vraiment transformer les mentalités et dire, on s'inscrit un petit peu dans tout ce qui se passe là. C'est le moment, pensez-y. On est dans une démarche totalement, enfin, je veux dire, pérenne et vraiment qu'il faut adopter en fait. C'est tout bête. Et nous, en fait, on travaille. Alors, on a parlé que en fait, c'est nous qui buildons, on fait ça. Mais on arrive sur des plateformes où il n'y a rien en fait, et on fait l'équivalent d'un audit et on est capable donc de rationaliser en fait ces infrastructures-là. Donc ça, c'est la partie Alterway Cloud Consulting, qui peut arriver alors soit en build, mais aussi qui peut arriver sur des plateformes pour les améliorer et les optimiser et arriver là où on veut, quoi. Alors, pour essayer de terminer un peu, d'essayer une conclusion, on va dire, à cet épisode. Jusque-là, toi qui es plutôt ops et moi qui suis plutôt dev, tout s'est bien passé. Mais du coup, j'ai quand même une question. Est-ce que pour toi, cette démarche green, c'est plus un sujet d'ops ou est-ce que c'est plus un sujet de dev? Alors, 50-50, franchement. Vraiment? Ah, mais vraiment. C'est totalement complémentaire. Enfin, je veux dire, il y a des frameworks maintenant, pour le code. Il y a un framework Python, par exemple, qui permet d'écrire des primitives pour connaître l'empreinte carbone d'un script Python. Donc, en fait, c'est super important. C'est une démarche collective. On ne peut pas se dire, je te fais une infrastructure numériquement responsable et puis avoir du code complètement, entre guillemets, pourri, qui fait n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... c'est pour ça que c'est GreenOps. En fait, c'est comme DevOps. En fait, on marche main dans la main pour optimiser sur un cercle vertueux. Hein. C'est pas pour rien qu'en fait, on a je mesure, j'évalue, je corrige et je recommence jusqu'à ce que ça s'arrête jamais, en fait. Voilà. Mais tu vois, j'ai quand même parfois un peu l'impression que il y a plus d'actions possibles côté Ops que côté Dev. Tu vois, côté Dev, moi, ce que je pourrais citer, par exemple, c'est... alors, j'ai fait une très courte vidéo il y a quelques jours là-dessus sur les différents réseaux, où j'expliquais que dans les trucs que tu peux faire quand tu es Dev pour améliorer l'impact de ton truc, c'est avoir un framework très léger pour pas envoyer tout un tas de fichiers inutiles à ton client et du coup limiter la bande passante, limiter les échanges entre le client et le serveur, et aussi avoir
une application ou un site qui est le plus possible rétro-compatible pour éviter d'inciter tes utilisateurs à changer d'appareil. Donc, pour essayer de maintenir, pour prolonger la durée de vie d'un appareil. Mais tu vois, alors, je ne pense pas que j'aurais du mal à trouver d'autres, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport à notamment tout ce qu'on a évoqué côté Ops. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est votre sujet, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, côté Ops, vous avez plus de capacité à faire changer les choses. Et tu vois, même quand tu dis il faut faire moins de serveurs, c'est-à-dire qu'ils tournent moins longtemps et compagnie, j'ai presque envie de dire que du coup, tu as moyen de dire à un dev, bah, en fait, t'es sympa mon coco, mais à partir de demain, tu n'as plus 32 cœurs à dispo, tu n'en as plus que 16. T'as plus 300 gigas à dispo, t'en as plus que 200. Enfin, tu vois, en fait, tu peux mettre des contraintes comme ça qui vont du coup obliger le dev à se dire, ok, donc mon algorithme, je dois le changer, machin et compagnie. Ouais. Alors, moi, je ne la jouerais pas comme ça parce que là, c'est punitif. Et ça me plaît pas trop. Non, par contre, arriver à un consensus, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je pense qu'il n'y a pas que l'algorithmie, en fait, c'est super important. Enfin, je veux dire, surtout sur les langages. Notamment interpréter et tout ça, c'est super important d'avoir une bonne algorithmie, d'avoir les bonnes versions, qu'on utilise les bonnes versions up-to-date des différents logiciels en fait, de langage et tout ça. Non, je pense que c'est vraiment un travail en commun. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que la frontière entre nos métiers soit de plus en plus floue et qu'on le fasse du coup vraiment tous ensemble. Oui, je pense. Top, merci beaucoup Hervé. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast FTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Définitivement espace. Définitivement espace. Merci beaucoup Hervé. Merci. Et merci à tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que on vous a donné envie de faire un peu plus côté green, si ce n'est pas déjà le cas. Si vous avez déjà des démarches green dans votre entreprise ou sur vos projets, partagez-les avec nous sur les différents réseaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Discord. Venez échanger avec nous et lancer les discussions avec un arrobase ou un petit hashtag. Enfin, vous pouvez nous mentionner un peu partout. On sera ravis de le voir. Et venez participer aussi au débat. Est-ce que c'est un problème de dev ou d'ops? On sera ravis de voir ce que vous en pensez. Je vous remercie aussi, comme toujours, de participer, de partager ce podcast autour de vous. Je vous invite à nous rejoindre sur le Discord où il y a de plus en plus de monde et on discute pas mal. Et ça, c'est plutôt cool. Et sinon, sur les réseaux que vous voulez, il y a aussi le Patreon, il y a aussi la boutique FTTD. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, bref, il y a tout plein de trucs. Bref, vous pouvez m'écrire où vous voulez, ça fera toujours plaisir. Et vous pouvez retrouver aussi Hervé sur LinkedIn, sur Twitter, je crois aussi, où il est régulièrement, si vous avez des choses à dire. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Et voilà pour l'épisode, on est à 58 minutes, ce qui est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice, Hervé? Bah écoute, je me suis senti à l'aise parce que tu as fait en sorte que je me sente à l'aise, donc c'était plus sympa et bon enfant, donc voilà. Bon bah cool. Ça m'a bien plu. Alors il y a eu quelques questions dans le chat que je t'ai relayé du coup au fil de l'eau et il y en a une qui est arrivée après qui parlait est-ce qu'il y a des data centers qui font chauffage? Effectivement, l'utilisation des ressources. J'ai pas connu. Ouais, alors. J'avais vu des présentations de solutions qui permettaient en fait d'avoir l'équivalent de chauffage dans chez toi et des choses comme ça. Même j'avais carrément vu en fait des unités centrales qui étaient dans des radiateurs en fait qui te permettaient de chauffer toi. Ouais. Mais je sais pas. En fait, nous on est dans des data centers très classiques pour le coup, qui sont refroidis et tout ça. Et on aimerait bien en fait changer, par exemple, mais une migration de data center, c'est des projets très conséquents parce que ça demande de migrer tous les clients et tout ça, donc ça se fait pas comme ça. Voilà. Et puis il faut que les clients soient d'accord en plus, souvent. Alors oui, mais ça ils peuvent le comprendre parce que ça nous est déjà arrivé, mais. On a fait du coup le tour des questions du live. Merci à ceux qui disent merci dans les différents commentaires. Donc Zizou précise que c'était pas une question, c'était un exemple pour la question des innovations suite aux recherches du Green. D'accord, ok, oui, effectivement. Oui, c'est ça que c'est intéressant. Moi, je connaissais, c'est assez connu, mais les data centers je crois que c'est Facebook et Google
qu'on a installé Sous l'eau au-dessus de cercle polaire. Ouais. Pour que justement il n'y ait plus de clim parce qu'en fait c'est juste il fait tellement froid là-haut que pour le moment. Microsoft en a un à ciel ouvert aussi. Okay. Comme eux tout est empaqueté dans des conteneurs en fait, des grands conteneurs en fait ils peuvent avoir carrément de la ventilation sans réfrigération. Donc ça c'est vraiment c'est sympa d'avoir ça. Après il y avait plein de trucs. Moi j'avais été sur quelques salons où il y avait des effets Venturi où on arrivait à faire de la dissipation de chaleur juste gigantesque. Ouais, c'est très intéressant. Il y a plein d'innovations à ces niveaux-là. Moi, j'en étais resté Basic Ops. Mais c'est vrai, Zizou, ça me dit quelque chose, ce que tu évoques sur... je crois que j'avais vu passer il y a quelques années, effectivement, un truc, je crois que c'était un projet de Google, où du coup, la chaleur dégagée par le data center servait à chauffer l'eau chaude du bled d'à côté, en fait. Ouais. Moi, je sais qu'ils avaient enfermé des machines sous l'eau, carrément. En fait, ils avaient des conteneurs sous l'eau, mais je ne savais pas qu'ils avaient des unités de chauffage d'eau pour. Mais c'est très bien. C'est une bonne idée. Sauf l'été. Oui, effectivement. Donc, on a fait le tour des questions dans le chat. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais ajouter ? Tu as quelques personnes qui sont encore en ligne. Est-ce que majoritairement des devs, a priori, vu mon audience. D'accord. Est-ce que tu aurais un message du coup à faire passer à ces quelques personnes ? Eh bien, travaillons ensemble. Voilà, c'est tout. Mais bon, nous, ça se passe très bien au quotidien. Non, j'ai pas de message particulier. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Hervé, pour ce live. Et merci à tous d'avoir suivi ce live jusque-là. Vous le savez, le green, c'est une démarche qui me tient à cœur, donc c'est important vraiment de la partager. Et ça me fait plaisir de participer du coup au mois du green chez Alterway, même si en termes de délai de sortie, peut-être qu'on ne sera pas du coup dans les délais, mais on va essayer de caler la sortie de l'épisode. Je vous remercie beaucoup à tous. Continuez à partager sur les différents réseaux. N'hésitez pas à réagir à tout ce qui a pu se dire ici. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Le prochain live, à chaque fois j'oublie, le prochain live, je crois que c'est la semaine prochaine. Non, même pas, c'est dans 2 semaines. Ce sera le lundi 23 et on parlera d'OKR. Donc c'est un sujet un petit peu moins tech. Et le lendemain, il y aura un autre live, le 24, où on parlera d'innovation sociale cette fois. Donc on parlera notamment de structures d'équipe, de structures d'entreprise un petit peu différentes, de structures d'équipe tech notamment, pour favoriser justement l'innovation. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.